l'enregistrement. Super. Michelina, tu peux lancer le webinaire. Génial. Bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire des dialogues pour le climat. Donc, je partage mon écran. Donc, bienvenue à ce petit déjeuner. Donc, les villes des actrices de première ligne pour accélérer l'action climatique dans la gouvernance et la société. Donc, c'est un petit déjeuner des dialogues pour le climat qui a été co-construit avec le Climatoscope et l'Université de Montréal. Donc, merci d'être ici avec nous ce matin. Donc, avant toute chose, on tient à vous signaler que cet événement est virtuel, mais la plupart d'entre nous se trouvent à Tiohtià:ke, qu'on appelle aujourd'hui Montréal, un territoire qui a longtemps servi de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones et par la présente, on tient à les honorer. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à mon collègue Martin Vaillancourt et je vous souhaite un excellent événement. Bonjour à tous, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce panel-là aujourd'hui. Je le fais à partir de Dubaï, donc je participe actuellement à la COP, là, où il est 17h30. C'est une bonne heure pour nous là, en fin de journée là, de participer aux activités du Québec. Dans les derniers jours, je me suis intéressé beaucoup à l'action que les villes font et ou peuvent faire. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec certains maires là, d'un peu partout. Le panel d'aujourd'hui poursuit en quelque sorte là, pour moi cette discussion-là. Donc, sans plus tarder, là, le panel va être divisé de la façon suivante. Donc, on va essayer de faire un portrait là, des rôles, des opportunités d'action que les villes et municipalités peuvent faire là, dans la lutte au changement climatique, mais aussi surtout dans l'adaptation à ceux-ci. Et la place que la science peut prendre aussi au sein de ces actions-là auprès des acteurs municipaux. Puis on va également aborder là, les principaux défis des villes et des municipalités. Puis les opportunités aussi qu'il peut y avoir. Puis je vais finir sur une phrase que j'ai entendue aujourd'hui. Il y a justement un animateur d'un panel disait souvent les États ont l'argent, les provinces ont le pouvoir, puis les villes ont les problèmes. Et la première personne à prendre le micro par la suite, c'était une mairesse qui dit « Mais il y a aussi des opportunités à saisir pour nous. Il n'y a pas que les problèmes sur nos territoires. » Donc, sans plus tarder, je vais poser ma première question à Julie-Maude Normandin. Donc, quels sont les rôles que peuvent jouer là, les villes et les municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique? Merci beaucoup, Martin. Pour répondre à la question, vu qu'on avait 8 minutes, donc j'ai préparé un court PowerPoint pour celle-ci, donc je vais vous le présenter. Si mon ordinateur veut bien coopérer. Ah, voilà, il coopère. Excellent. Parfait, donc je pense que vous devez bien voir le PowerPoint. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Julie-Maude Normandin. Je suis conseillère scientifique en chef à la ville de Longueuil depuis 6 mois maintenant. Donc, je vais vous présenter là rapidement qu'est-ce qu'une ville peut faire et quels sont ses rôles justement en matière d'adaptation. Je vais essentiellement aujourd'hui me concentrer sur l'adaptation au changement climatique, puis surtout dans une perspective de résilience urbaine. À la ville de Longueuil, on s'est doté d'une définition de travail là, qui n'est pas encore notre définition officielle, qui pourra continuer d'évoluer, mais essentiellement, on a considéré la résilience urbaine comme étant, d'une part, l'objectif de s'adapter proactivement afin d'anticiper l'évolution du climat puis de prendre dès aujourd'hui les décisions en conséquence. Et lorsqu'il y a un aléa ou un événement, comment on peut se remettre d'un événement, d'un aléa, mais s'en remettre durablement. C'est-à-dire en tirant les apprentissages, en profitant des opportunités pour faire des modifications, puis également en soutenant l'équité en matière de rétablissement, parce que l'équité des populations est souvent un enjeu lorsqu'on discute d'adaptation au changement climatique. Je vous ai mis aussi à l'écran là, les définitions du ministère de la Sécurité publique du Québec, également une définition qui vient d'une métasynthèse de la littérature, mais
en gros, les éléments qui ressortent sur la résilience urbaine, c'est que c'est un processus qui consiste à s'adapter à un événement, bien gérer un événement de façon à diminuer les impacts s'ils surviennent, puis par la suite faire des transformations plus profondes également si on constate que nos transformations préalables d'adaptation n'ont pas suffi. La résilience urbaine, plusieurs questions qu'on peut se demander, c'est la résilience pour qui, la résilience de quoi, quand, où et pourquoi. C'est également une question qui revient dans la littérature avec Miro. Puis, la résilience pour qui? Bien évidemment, on pense aux populations, mais ce qui est de plus en plus essentiel puis qu'on voit dans les villes, c'est l'importance de distinguer les différents types de populations en fonction de leurs différents besoins. Donc, ici, on revient au principe d'équité. Donc, la résilience urbaine pour qui? Pour l'équité en fonction des enjeux propres à différents types de populations. Pour les générations futures, vous avez peut-être vu le mouvement dans plusieurs villes québécoises de mettre une chaise qui symbolise les générations futures ou les jeunes générations. Donc, c'est l'idée de prendre des décisions pour les générations futures, surtout que les villes, lorsqu'ils font des investissements, plusieurs investissements sont pour 50, 60, 70 ans et donc les décisions doivent être prises en considérant justement ce futur-là. Puis je pense qu'on ne doit pas sous-estimer l'importance de prendre la décision pour la faune et la flore dans une logique aussi de plus en plus importante, là, intégrée, comme on peut constater par exemple dans la perspective d'une seule santé où on doit à la fois constater la santé humaine, la santé de la nature, la santé de la flore et donc on est de plus en plus dans cette logique-là qui commence à s'intégrer. Donc, la résilience pour qui? La résilience également pour la biodiversité. La résilience de quoi? La résilience de plusieurs organisations, mais je vais essentiellement là, me concentrer sur l'administration municipale en elle-même, mais pour elle, c'est la résilience de quoi? C'est la résilience de l'adaptation de ces outils de planification interne. Donc, comment on pense ces ressources internes, par exemple, pour inclure l'adaptation au changement climatique dans certains bureaux, dans certaines fonctions propres, l'adaptation en matière de ces politiques, de ces données pour bien pouvoir comprendre puis s'adapter de façon proactive. La résilience de ces actions externes, donc comment les politiques vont vivre à travers le temps, comment adapter des réglementations qui tiennent en compte l'objectif de la résilience urbaine, comment adapter ses services, même le loisir est touché en matière d'adaptation au changement climatique, puis son système de taxation. La résilience de ces infrastructures, je vous en reparle un peu plus tard, là, mais le réseau d'aqueduc que présentement, je suis très portée et concentrée dessus. Aqueduc, mais aussi d'égouts, puis en fait surtout les égouts, je vais vous parler, routiers, parcs, parce que ça aussi, quand on fait des investissements, on en fait pour des dizaines d'années à venir et donc on doit le prendre en compte. Puis également, de son réseau de partenaires, parce que quand on évolue en matière d'adaptation au changement climatique puis en résilience urbaine, ben, nos partenaires traditionnels sont encore présents dans une ville, mais on ajoute des nouveaux partenaires avec qui, par le passé, on faisait peut-être moins affaires, moins d'échanges. L'adaptation quand? À la fois immédiatement, puis à la fois en matière d'anticipation pour pouvoir penser dans le temps long. L'adaptation où? L'adaptation à l'échelle micro pour répondre à des problèmes très localisés qui dépassent, des fois sont même plus petits qu'un quartier, là, qui peuvent toucher 2-3 rues qu'on doit adapter. Puis en même temps qu'on doit faire l'échelle micro, l'échelle macro, donc l'ensemble de la ville, puis la ville dans son système. Puis pourquoi? Bien, le bien-être, le dynamisme de la communauté, le développement économique, puis son attractivité. Je vais vous donner un exemple rapidement, là, sans vraiment prendre trop de temps, de présentement les travaux que l'on fait à la Ville de Longueuil sur la résilience aux fortes pluies. Puis essentiellement, le phénomène auquel on fait face présentement en matière de fortes pluies, c'est qu'on a toujours eu l'aléa des fortes pluies qui a toujours été présent. Là, si vous pensez au déluge du Saguenay, c'était une forte pluie. Mais depuis plusieurs années, on constate une augmentation des plus extrêmes dans les villes et les projections sont à l'effet que non seulement les plus extrêmes vont augmenter en fréquence, mais également en quantité. Or, nos infrastructures, par exemple, nos réseaux d'égouts, sont construits dans les villes pour gérer une certaine quantité d'eau et non pas les quantités d'eau de plus extrêmes. Et c'est pour ça qu'on fait face à des inondations maintenant qui sont pluviales, des inondations urbaines. Et ce qui se passe, c'est qu'on doit agir sur nos
vulnérabilités et nos capacités. Donc, on doit réduire nos vulnérabilités, par exemple l'imperméabilité des sols, le fait que nos infrastructures ont été développées en fonction d'un ancien climat. Et de l'autre côté, on doit développer des nouvelles capacités, donc des nouvelles règles d'urbanisme pour mieux gérer l'eau de pluie, des infrastructures vertes, les bassins de rétention, des éléments de participation citoyenne pour, par exemple, amener les citoyens, eux autres aussi, à adopter des bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau de pluie. C'est ça qui va nous permettre, notamment dans ce dossier-là, de développer notre résilience urbaine en diminuant l'ampleur des conséquences. Et là aussi, en fait, c'est un peu la même chose, c'est qu'on doit à la fois comprendre de façon ciblée certains secteurs qui, historiquement, ont déjà vécu des problèmes de refoulement d'égouts, d'inondations urbaines lorsqu'il y a eu de fortes pluies. Donc, on doit comprendre ces secteurs-là où il semble y avoir des enjeux problématiques. Puis, en même temps, on doit avoir une approche horizontale de changement approfondie en matière de planification du territoire, d'utilisation du territoire, parce que justement, les changements climatiques vont nous amener ces phénomènes-là un peu partout. Donc, on doit à la fois viser le micro, puis modifier le macro en même temps. Juste vous donner un exemple, ici, c'est un exemple de la gestion des eaux, du type d'analyse de gestion des eaux qui sont faites présentement à la ville de Longueuil, puis ce que l'on voit, en fait, là, ici, c'est le type d'analyse très micro parce qu'on a un enjeu où historiquement, on a eu beaucoup de refoulement d'égouts sur une partie vraiment d'une rue. Et pour comprendre, en fait, il faut différents types d'analyses. Il faut à la fois faire l'analyse de nos réseaux, il faut à la fois faire l'analyse de nos points bas ou de nos cuvettes, il faut à la fois faire l'analyse de nos infrastructures, de comment elles fonctionnent, de nos infrastructures vertes, comment elles peuvent mieux faire de la rétention. Est-ce qu'à cet endroit-là, on aurait également des modifications à faire? Donc, c'est le type d'analyse micro. Puis des analyses macro, là, on est beaucoup plus sur la modification générale du territoire. Donc, de la façon dont on a réfléchi la résilience aux fortes pluies, on s'est intéressé à mieux l'analyser puis la cartographier, à la fois nos vulnérabilités, mais également nos capacités, à développer des actions pour prévenir les impacts des fortes pluies sur le domaine public, puis également sur le domaine privé, donc qu'est-ce qui peut être fait au niveau des habitations. Comment on peut mieux se préparer puis intervenir lorsqu'il y a une forte pluie pour diminuer nos conséquences. Puis comment également on peut se rétablir durablement et apprendre d'un événement. Ici, je n'ai pas envie de vous passer l'organigramme de la ville, là, mais je veux en fait vous montrer et souligner que pour faire de l'adaptation juste aux fortes pluies, c'est 13 directions, bureaux et services à la ville qui sont mobilisés et qui ont différentes tâches en fonction des différents objectifs recherchés. Donc, vous voyez qu'en matière d'analyse et de cartographie, c'est vraiment l'ensemble des directions qui sont identifiées, mais c'est essentiellement là qu'on va vouloir avoir beaucoup de connaissances scientifiques sur l'évolution du climat, mais également les meilleures solutions qui ont pu être testées ailleurs. En matière de prévention sur l'espace public, c'est à la fois nos infrastructures d'égouts, mais c'est également les infrastructures vertes. Donc là, on a beaucoup le génie, la gestion des eaux, les travaux publics qui vont venir pouvoir se mobiliser. Dans la prévention sur l'espace privé, donc les maisons, comment elles peuvent être mieux construites à l'avenir, mais comment également on peut réduire le risque pour les maisons présentes. Bien là, vous voyez, on est plus dans la direction de l'aménagement et de l'urbanisme qui ont un rôle. La préparation puis l'intervention, c'est beaucoup les services d'urgence, donc qui doivent se mobiliser, mais également les services en développement social. Puis enfin, pour se rétablir durablement, il faut beaucoup travailler avec nos partenaires. Un mot de conclusion. Donc, pour le développement de la résilience urbaine, là, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de participer de façon, avec plusieurs équipes qui puissent participer de manière générale, puis également en fonction de chaque aléa. Donc, j'ai donné l'exemple des fortes pluies, mais qu'on pense aux chaleurs extrêmes, aux enjeux d'eau potable, aux tornades, on va avoir d'autres types de réponses et en même temps d'autres directions. Il y a plusieurs plans et actions transversales qui doivent mettre en place. Puis enfin, il y a également le développement de notre capacité interne, puis également de notre mobilisation externe qui doit continuer de s'amplifier pour pouvoir adresser ce défi-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Normandin. Le thème de l'eau revient souvent là, dans les exemples portés par les élus municipaux, aussi bien pour gérer que lorsqu'il y a trop d'eau, puis ici à la COP, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent de l'inverse, c'est-à-dire de gérer quand il n'y a pas suffisamment d'eau à d'autres fins, là. Donc, c'est effectivement un enjeu
très important, puis souvent une porte d'entrée vers l'adaptation des villes. Là, on va dès maintenant passer à M. Alexandre Baudouin pour sa présentation. Donc, Alexandre, à toi la parole. Bon, là, vous ne voyez pas la bonne diapo. Mon ordinateur ne coopère plus. Bon, évidemment, bon, ça ne me dérange pas. On va y aller quand même comme ça. Je resterai un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'étais là pour vous parler un petit peu du rôle que l'université va avoir par rapport aux villes, le rôle qu'on peut jouer par rapport à cette réalité-là. Puis, ce que je voulais vous présenter, c'est un extrait d'une présentation que je fais souvent pour mettre tout le monde un peu dans le bain. Fait que, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de mettre de l'avant les services écosystémiques. Bon, je suis une dernière fois. Bon, évidemment, c'est la vie. Le chapeau que je porte comme conseiller en biodiversité pour l'unité de développement durable à l'Université de Montréal, c'est vraiment cette idée de travailler, oui, la biodiversité, mais de travailler avec la communauté locale. Puis vous allez le voir aussi dans la période qui va suivre. Après, comment est-ce que l'université peut jouer ce rôle-là? D'abord, nous, qu'est-ce qu'on a comme lecture sur la situation de la ville, c'est qu'il y a vraiment il y a la crise climatique et la crise de la biodiversité qui sont en fait une seule et même crise, qu'on doit adresser de la même façon ensemble. Moi, j'ai clairement le chapeau de la biodiversité, mais chacune de mes actions sont directement orientées vers des actions en lien avec la biodiversité et avec le développement, avec le changement climatique, pardon. Donc, puis pour renommer certains documents importants, vous connaissez tous le GIEC là, qui s'occupe de donner un peu l'état des lieux sur le climat. Bien, vous savez, en biodiversité, un peu moins connu, il existe l'IPBES, qui fait la même chose sur l'état des lieux pour la biodiversité. Puis souvent, on remarque que les actions d'un côté et puis de l'autre, ben, ils se parlent, c'est au même niveau. Donc, c'est un peu ce que je vais mettre de l'avant dans ma présentation. D'abord, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour la biodiversité et le climat, la ville est un lieu où est-ce qu'il se passe il y a beaucoup d'impact. C'est aux premières lignes. On le met dans le synopsis, le résumé de la présentation d'aujourd'hui, où 60% de l'impact climatique vient des villes, alors qu'on n'est que 2%. Mais pour la biodiversité, c'est un peu la même chose. On a un changement du climat qui vient changer les niches écologiques des espèces. Les espèces ont besoin de migrer de plus en plus vers le nord et pas à la même vitesse. Donc, on va parler de certains enjeux qui guettent la biodiversité, c'est-à-dire, oui, le climat, mais aussi pollution, espèces envahissantes, la perte et la fragmentation des habitats. Quand une espèce vient pour traverser une ville, elle frappe un obstacle, elle frappe un mur, il y a une trame urbaine très forte, il y a nos activités humaines, nos routes, on a nos bâtiments, donc ça devient extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on peut adresser finalement cette réalité-là en facilitant, en s'attaquant à la fragmentation, aussi en travaillant sur la connectivité écologique? Donc, l'idée ici, c'est vraiment de développer une lecture de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est présent. Puis ça fait vraiment écho à connaître ces communautés, distinguer les communautés que Julie Maud nous présentait juste avant. C'est-à-dire que quand on vient identifier nos espaces verts d'intérêt, souvent ce qu'on a en ville, c'est des arbres sur gazon. Intéressant, il y a quelques espèces qui peuvent vivre dans le feuillage, dans la canopée, mais ça s'arrête là. Donc, si on est capable de travailler sur ce qui est présent, donc connaître notre milieu. Puis connaître notre milieu, ça peut prendre différentes facettes. Ça peut se faire avec des experts qui viennent faire nos inventaires, qui vont nous dire exactement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit prioriser. Mais idéalement, pour travailler avec les communautés, on doit le faire avec les gens. Donc, ces inventaires-là peuvent prendre une espèce d'approche, une interface, en fait, pour créer un événement ou une programmation culturelle. On invite les gens à venir participer aux inventaires, connaître leur milieu, puis après ça, aller chercher de la donnée sur leur territoire. De cette façon-là, les gens sont capables de mieux comprendre l'intervention qui s'en vient par la suite. Ou peut-être même vont la nommer eux-mêmes, en fait, si ce serait l'idéal. Nous, dans le cas, on met souvent de l'avant les BioBlitz, où est-ce qu'on s'associe les universités, les étudiants, la communauté locale, les représentants de la gouvernance locale aussi nous donnent des autorisations pour identifier des sites et on va faire nos inventaires. Une fois qu'on identifie des espèces emblématiques, nos totems, on peut dire, bon, si j'étais un roitelet à couronne rubis, si j'étais une grenouille verte, si j'étais peu importe, l'idée serait vraiment de se mettre dans cette position-là. Tiens, le renard, comment est-ce qu'il ferait lui pour traverser cette trame-là? Quels sont ses obstacles? Ça nous permet de changer notre lunette, changer notre perception de la ville, puis tranquillement se dire peut-être que j'accepterais de donner un peu moins d'importance à l'emprise automobile. Peut-être que j'accepterais que mon parc, où j'aime bien aller faire des pique-niques, où il y a seulement de l'ombre, ben, je sacrifie une partie de mon parc pour en faire une zone arbustive ou d'herbacée plus dense, qui permet vraiment de créer un refuge pour se cacher pour un renard ou carrément de l'habitat, de la nourriture pour des insectes et des oiseaux. Donc, il y a toute cette logique-là. Quand on travaille sur un axe comme celui-là, on travaille également sur des services écosystémiques.
C'est-à-dire que quand on vient faire des aménagements de cette façon-là, oui, on peut gérer les eaux pluviales, qui est un enjeu très important qu'on a vu juste avant. On peut s'intéresser aussi à la présence de nos rivières perdues pour faire revivre aussi cette espèce, cet historique-là, sans nécessairement les voir, mais ne serait-ce qu'en parler par un panneau pour se dire, il y avait une rivière ici avant d'avoir une ville, et c'est important de garder en tête que l'eau, elle aimait ce chemin-là. Donc, c'est normal que votre habitation, c'est à côté, elle est peut-être dans une zone de vulnérabilité aussi par rapport aux surverses. Donc, quand on adresse service écosystémique, on remarque aussi qu'il y a les îlots de chaleur, il y a de l'aspect nourricier. Puis pour moi, c'est un aspect qui est très, très important quand on travaille sur des projets pour transformer nos villes et adapter au changement climatique, c'est de le faire avec la communauté locale. Puis souvent, ce n'était pas l'objectif de départ quand on avait mis en avant un de nos projets à l'Université de Montréal qui s'appelle le Corridor écologique d'Arlington. On voulait vraiment faire un corridor pour la biodiversité qui partait du Mont-Royal, qui allait rejoindre le chemin de fer. Mais plus on travaillait avec notre communauté, plus on voyait, c'était difficile en fait de juste proposer de l'habitat pour la biodiversité, pour la faune. Il fallait qu'on aille un peu plus loin. Puis les gens, ce qu'il y avait comme réalité dans ce secteur, c'est les enjeux de sécurité alimentaire. C'est des enjeux où est-ce que les gens se disaient, ben moi j'aimerais ça que l'espace soit, oui, bon pour la biodiversité, mais répondre à des besoins que j'ai moi-même. Donc tranquillement, l'interface agriculture urbaine est venue s'imposer comme étant notre première étape dans certaines communautés. Puis après ça, j'aime bien parler de la connectivité écologique. Elle se fait en pièces de casse-tête. Donc, on va diviser un tracé en plusieurs petites pièces. Puis chacune de ces pièces-là représente en fait différentes communautés. Puis si ma pièce A, c'était l'agriculture urbaine qu'il me fallait, ça ne veut pas dire qu'à ma pièce D, ça va être la même chose. Puis c'est important d'avoir cet outil de communication-là, d'échange-là. Trouver le bon outil de communication pour cerner le milieu, ça, c'est tout un défi. Puis je pense qu'il n'y aura pas de solution qui fonctionne dans chaque cas. Il faut essayer. C'est du essai-erreur jusqu'au jour où on trouve vraiment notre interface idéale pour communiquer avec la communauté. Quand on parle de service écosystémique, il y a un service qu'on oublie souvent. C'est le service spirituel, associé au culturel, ou tout le lien en fait qu'on peut développer autre. Fait que oui, on va passer à une performance, séquestration du carbone de mon arbre, la gestion des eaux, la réduction des îlots de chaleur, la captation des composés organiques volatiles ou des particules fines dans l'air, même la pollution sonore. Mais les gens développent des liens avec des lieux aussi. Parfois, ça empêche certains développements parce qu'ils sont trop attachés à un espace, mais parfois, justement, on va développer cette relation-là avec un milieu. C'est important de le prendre en considération et de le considérer. Puis une autre façon aussi de tourner ça, c'est que tous ces services écosystémiques-là servent, en fait, quand on utilise les déterminants de la santé urbaine, puis on peut vraiment tricoter, en fait, chacune de nos interventions pour le climat, pour la biodiversité, vers l'individu, en misant vraiment beaucoup sur des retombées santé. Puis ça, c'est selon moi, en fait, un des angles à pousser pour vraiment inclure la communauté dans une démarche de transformation urbaine. J'ai fait un peu le tour des éléments que je voulais placer ici. Un élément qui a été soulevé aussi juste avant par rapport aux vulnérabilités qui nous arrivent souvent, c'est oui, on veut végétaliser, on veut transformer le milieu. C'est pas tout le temps toutes les communautés qui sont prêtes à le vivre. Il y a un concept, le Just Green Enough, qui est apparu justement parce que des fois, quand on verdissait trop un espace, on crée une certaine forme d'éco-gentrification. Le milieu, finalement, n'appartenait plus aux gens qui l'habitaient à la base, puis finalement, ça donnait une valeur de qualité, un milieu de vie au secteur, puis les loyers se retrouvaient à exploser. Les gens ne pouvaient plus vivre dans leur secteur. Donc, le concept de Green Enough vient dire, ben, il faut trouver un équilibre, en fait, pour verdir, mais juste assez pour avoir la performance, mais pas nuire à l'aspect immobilier. Puis ici, j'ai de la difficulté à 100% adhérer à cette vision-là. C'est comme si, selon notre profil socio-économique, on n'avait pas droit au même type d'accès au verdissement. Je le lance dans une discussion comme ça aujourd'hui, mais c'est pas facile de trouver la solution à cette réalité-là. Mais je pense que tout le monde a ce droit-là d'accès à un milieu naturel, à un milieu de qualité, en fait, verdi, là où il habite. Puis je t'amènerai pour cette petite introduction-là, sans PowerPoint, sur une phrase on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Et ce qu'on aime beaucoup mettre de l'avant, en fait, quand on commence à s'intéresser à un milieu, c'est oui, on fait des études de connectivité écologique, on regarde où passerait tel animal pour cibler les zones, mais rapidement, on va créer ce qu'on appelle les bioblitz, comme j'en parlais tantôt. Le bioblitz, c'est plus que de transférer de la connaissance. C'est de permettre aux gens de voir comment on s'y prend pour prendre cette donnée-là, puis ensuite les amener à eux-mêmes réaliser l'enjeu, puis ensuite intervenir sur l'espace. Et ça crée probablement la première étape, en fait, sur cette acceptation, ce désir-là de changer son milieu, puis d'y participer. Fait que pour moi, développer toute cette interface-là entre l'humain et le naturel dans le cadre urbain, cette approche socio-écologique-là, c'est une des clés pour adapter nos villes au changement climatique. Je terminerai là-dessus, puis je parlerai des autres éléments peut-être dans la période des questions. Merci Alexandre, c'est fort intéressant. Ça rejoint énormément de choses que j'ai pu entendre ici là, dans les derniers jours.
en fait, le volet de la santé prend une place de plus en plus grande là, dans les COP, parce la COP de Dubaï là, reconnaît là, la polycrise, là, à la fois celle de la biodiversité, des climats, mais aussi la crise humanitaire qui est derrière les changements. Je finis par une petite parenthèse. C'est aussi une COP qui est commerciale, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'entreprises dans différents pavillons qui présentent ce qu'eux-mêmes font, et Google, avec ses systèmes d'intelligence artificielle, présentait de l'analyse de canopée de plus de 300 cités dans le monde, et avec des projections où devraient être les prochains arbres dans chacun d'eux pour améliorer les retombées positives là, de verdissement de ces mêmes villes-là. Donc, il y a vraiment un intérêt donc, par plusieurs acteurs à travailler là, sur des services écosystémiques là, rendus là, par les écosystèmes dans les villes. Notre prochain intervenant sera M. Jean-Philippe Meloche. Donc, Jean-Philippe, je te donne la parole, puis on va essayer par la suite là, de pouvoir garder du temps pour une deuxième ronde de questions, puis les questions des participants également. Oui, merci, M. Vaillancourt. Donc, moi, je suis professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Je m'intéresse beaucoup aux questions qui sont économiques liées à l'aménagement du territoire. Ma vision un peu de tout ça part de l'économie, mais se transpose à l'aménagement du territoire. La question ici qui nous était posée, c'est le rôle des villes dans en fait, la lutte au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Je vais les diviser peut-être en deux choses, c'est-à-dire la lutte au changement climatique, beaucoup axée sur les émissions de gaz à effet de serre, donc être capable de créer des villes faibles en carbone. Ça, c'est notre défi. Puis d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre? Bien, dans les villes, il y a trois principales sources. La première, qui est la plus importante, c'est la mobilité, c'est-à-dire les déplacements des gens. C'est ce qu'on a le plus de misère à contraindre présentement dans nos villes. Le deuxième, c'est notre mode d'occuper le sol, donc les bâtiments, les déchets qui sont générés par les bâtiments aussi. Où là, l'accès à l'hydroélectricité au Québec nous donne un avantage assez particulier, c'est-à-dire que c'est un secteur dans lequel on a déjà une très bonne performance. La troisième source, c'est la production industrielle. Et là, il faut faire attention à la production industrielle. Quand on regarde nos bilans, on est très, très bon pour avoir réduit nos gaz à effet de serre. Faut juste faire attention parce qu'une bonne partie de ça qui est liée au fait qu'on a délocalisé notre production ailleurs, c'est-à-dire qu'on cesse de compter nos gaz à effet de serre chez nous parce qu'on ne produit plus les biens, mais les biens arrivent quand même chez nous avec énormément de carbone dedans, c'est-à-dire qu'on a seulement déplacé les émissions de gaz à effet de serre, on ne les a pas nécessairement réduites. Donc, il faut faire attention quand on se dit qu'on est bon là-dedans. On n'est pas nécessairement bon, mais c'est vrai que l'hydroélectricité impliquée dans la production nous aide beaucoup. Donc, finalement, c'est vraiment la mobilité, puis la mobilité sobre en carbone qui est le défi des villes au niveau de la lutte au changement climatique. Et quand on parle de résilience, ben là, je vais revenir sur ce que Mme Normandin et M. Beauloin ont dit. C'est vraiment la nature qui vient nous aider à régler des problèmes. Puis souvent, dans les villes, il y en a deux qui vont ressortir un peu plus que les autres. Les problèmes de gestion de l'eau et les problèmes de chaleur, d'îlots de chaleur, où on va utiliser la nature, les espaces verts, pour capter, faire de la rétention d'eau ou créer de l'ombrage, créer des zones qui vont nous aider à nous acclimater davantage au changement climatique dans les milieux urbains. Et s'il y a un dénominateur commun à ces deux enjeux-là, c'est-à-dire l'enjeu de la mobilité sobre en carbone et l'enjeu de la préservation des espaces naturels en milieu urbain, bien, ça repose sur notre capacité à occuper le sol d'une manière à ce qu'on n'a pas à se déplacer trop loin et qu'on ne prend pas trop d'espace pour vivre. Et ça, bien, pour être capable d'y arriver, il faut que les villes soient prêtes à créer des environnements dans lesquels on va vivre à plus haute densité et où on va mettre des outils en place pour éviter l'étalement urbain. Donc, l'étalement urbain, c'est une surconsommation d'espace. Ça détruit plus d'espace naturel, puis ça génère des mobilités qui sont plus longues. Si on vit en plus haute densité, bien, on a des mobilités plus courtes, on a une probabilité plus grande de pouvoir recourir à des mobilités plus douces et on va être capable de préserver plus d'espace naturel. Donc, c'est un peu le défi des villes en matière autant de lutte au changement climatique que d'adaptation au changement climatique, que d'être capable de créer des milieux de vie où il y aura une certaine densité pour qu'on occupe le moins d'espace possible et qu'on minimise les distances à parcourir. Après, la densité toute seule n'est pas suffisante pour être capable d'y arriver. Souvent, on va parler de densité, oui,
mais de densité fonctionnelle. C'est quoi une densité fonctionnelle? C'est dans laquelle on va être capable d'inclure des éléments de design, c'est-à-dire que la ville, non seulement génère une densité, mais c'est une densité qui est conviviale, dans laquelle c'est agréable de vivre, et où il y a une certaine mixité d'usage ou une certaine diversité d'usage du sol, de manière à ce qu'il y ait une probabilité la plus grande possible de pouvoir faire dans un endroit relativement restreint ou de pouvoir satisfaire dans un environnement relativement restreint plusieurs des besoins qu'on a besoin de satisfaire, c'est-à-dire se loger, consommer, travailler, se divertir. Et plus on est capable de faire un nombre élevé de ces choses-là sans avoir à utiliser un véhicule, même les véhicules de transport en commun, donc plus on est capable de le faire en se promenant à pied ou en utilisant un vélo, bien, plus on va être capable d'avoir des villes qui vont être durables et résilientes. Et si on ne peut pas, parce qu'on s'entend que quand on parle de quartier complet, ou on parle, souvent on va utiliser l'expression ville 15 minutes, personne ne peut vivre sa vie dans un rayon de 15 minutes, peu importe où on se trouve dans le monde, on aura toujours des besoins de sortir de nos environnements de proximité. Aussi riches peuvent être nos environnements de proximité, on a besoin de lier plusieurs environnements entre eux. Et c'est là que le recours au transport en commun, d'abord, devient quelque chose d'essentiel. Et si le recours au transport en commun n'est pas possible, bien, le recours à des véhicules autres que le transport en commun qui soient plus sobres en carbone, donc probablement l'électrification des transports. Donc, les défis des municipalités, non seulement créer des milieux de vie plus denses, des milieux de vie plus complets où on n'est pas dépendant des transports motorisés, où on peut avoir recours à des déplacements qui sont plus sobres en carbone, mais aussi une coordination entre les municipalités pour l'aménagement du territoire de manière à favoriser un développement plus dense dans les municipalités qui sont plus centrales au développement des grandes villes et peut-être un développement plus faible, voire plus limité dans les municipalités qui sont périphériques où les modes de vie, même s'ils sont plus proches de la nature, sont généralement plus coûteux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui empêche une meilleure adaptation au changement climatique, une meilleure contrainte au niveau de la lutte au changement climatique. Donc, moi, je suis un petit peu rapide. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps de passer aux prochaines étapes de notre discussion de ce matin. C'est bon. Donc, je vais enchaîner avec une première question là, qui s'adresse à vous trois. Il y en aura quelques-unes par la suite, puis après, on s'en va vers la salle. Donc, vous avez présenté là, que les villes et les municipalités là, jouent un rôle vital là, dans la régulation des enjeux climatiques. Ça implique là, de la conceptualisation, de la mise en œuvre, de l'évaluation, différentes stratégies. Tout ça doit être fait, bien sûr, avec rigueur puis reposer sur des bases solides. Donc, ma question, c'est comment intégrez-vous la science dans la gestion des villes et des municipalités? Ou comment intégrer la science? Qui veut commencer? Alexandre? Ouais, je peux y aller tout de suite. De mon côté, ce qu'on met de l'avant, en fait, c'est vraiment des études où est-ce qu'on sort un peu l'humain de la décision à la base. C'est-à-dire qu'on va identifier, je vais parler de la biodiversité, là, mais la connectivité écologique. Donc, je vais identifier mes espaces verts, mes hotspots de biodiversité, ce que je vais faire traverser, puis on va modéliser, en fait, par écologie computationnelle, on essaie de générer des tracés. Puis là, les tracés vont être proposés dans toutes les directions. Puis on va dire, bon, regardez, le tracé idéal serait de ce côté-là, le tracé idéal serait de ce côté-ci, blablabla. Fait que là, il y a quelque chose de très détaché de l'humain. Et ça, c'est très écologie pure. On a vu que du point de vue de la biodiversité. C'est un outil scientifique qui est en place puis qui nous aide à identifier selon nos zones d'intervention. Mais après ça, c'est là que je mets mon chapeau socio-écologique. Puis là, on va développer des outils d'entretien semi-dirigé ou des focus groups ou des discussions pour voir ces tracés-là, quels sont les résistances, les réactions, pour essayer de documenter, en fait, tout de suite d'emblée, comment est-ce qu'on est capable de contrer, en fait, des fois des perceptions ou d'accompagner les gens pour que l'aménagement leur ressemble le plus possible. Puis là, c'est là qu'on va embarquer dans une approche plus où est-ce qu'on va faire la rétroaction avec des designs. On va amener certains visuels, on va essayer de vraiment voir qu'est-ce qui passe pas, un genre de consentement par rapport à ça. Fait que ça, c'est le rôle de la science, mais au-delà de ça, moi, je dirais même le rôle des universités, là. Je sais pas si je vais trop vite dans ma réponse, mais prendre des projets concrets qui sont en cours, on vit tous des changements climatiques, et les ramener dans des cours à l'école
pour que les gens puissent travailler sur des projets appliqués. C'est super stimulant pour les étudiants d'avoir un projet qui pourrait voir le jour pour de vrai. Puis de l'autre côté, ils vont eux-mêmes développer des outils. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Les étudiants, eux autres, sont en plein dans leur connaissance au maximum. Fait que là, ils vont chercher des nouveaux outils, puis ils les proposent. Puis après ça, c'est d'utiliser en fait cette nouvelle connaissance-là, puis de tester des choses dans le milieu aussi en même temps. Pas voir le milieu comme des cobayes, mais vraiment un accompagnement ou un dialogue qui existerait entre une approche scientifique, une approche faite par des étudiants, puis une approche vraiment réelle dans la communauté. Pour moi, ça, c'est quelque chose de super intéressant qu'on doit mettre de l'avant. Dans notre cas, l'année passée, avec les corridors d'Arlington, on l'a intégré carrément dans 2 cours en parallèle, un cours qui était sur la dynamique des systèmes socio-écologiques et un cours sur la mobilisation des connaissances en développement durable. Un bord, il développait des outils, l'autre côté, il essayait d'étudier les enjeux, puis il essayait de s'organiser pour que les 2 cours à 3 crédits se parlent entre eux, puis que le projet final soit un seul et même projet appliqué dans la communauté, puis nous, on se le faisait livrer à la fin. Pour moi, ça fait, c'est une espèce d'écosystème d'application de la science là, fantastique. Puis je pense que c'est le genre de filon qu'on doit continuer à développer. Un appel à la collaboration avec le monde universitaire. C'est bien. Julie Maude. Oui, merci. Donc, moi, en somme, dans le fond, mon nouveau poste comme conseillère scientifique en chef est une innovation à la ville de Longueuil, puis il est essentiellement dédié à faire et à faciliter ce type de connexion-là. Donc, moi, en fait, le poste a été créé. Je suis située au sein de la direction générale. Puis c'était voulu de le situer là pour avoir une approche transversale où justement je peux travailler avec les différentes directions, puis essentiellement travailler avec les différents experts qui sont déjà à l'emploi de la ville, parce qu'il ne faut pas sous-estimer en fait le nombre d'expertises et d'experts qu'on a dans les villes. L'exemple que j'aime bien donner, là, c'est que je ne suis pas la première avec un doctorat employé à la ville de Longueuil. J'ai d'autres collègues qui ont également un parcours de recherche similaire. Mais mon rôle, en fait, est vraiment de faire la connexion entre les différents domaines d'expertise de la ville et également le milieu de la recherche, qu'elle soit au niveau universitaire et également collégial. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. La première forme, c'est notamment d'augmenter le transfert de connaissances, mais en fonction des réalités terrain des villes. Puis, la réalité terrain des villes n'est pas nécessairement la même entre la grande ville de Montréal, une ville quand même de grande taille comme Longueuil, puis si on s'en va plus dans une petite municipalité ou encore à l'échelle de MRC, par exemple. Donc, comment on peut travailler puis tenir compte des réalités de la ville, puis faire du transfert de connaissances, puis en fonction des différentes expertises qui sont déjà là. Souvent, le domaine universitaire veut pousser la connaissance. Moi, je suis un peu en train de la tirer dans certains domaines en fonction des priorités identifiées. Puis ça peut aller de beaucoup de sujets. L'autre élément, c'est dans certains cas, de développer des projets locaux lorsque l'on veut mieux connaître une problématique, tester, évaluer des solutions également, puis tester des innovations, puis documenter également les effets de ces innovations-là. Donc là, à ce moment-là, le maillage entre les villes et la recherche scientifique est très utile, en fait, je vous dirais. Puis l'autre chose, c'est vraiment l'intégration à la fois des données probantes, mais aussi des connaissances, des modèles, des différents outils théoriques, par exemple, développés pour qu'ils puissent être utilisés dans la prise de décision interne, puis dans la prise de décision politique dans les villes. Et donc là, l'idée, souvent, c'est de créer ce qu'on appelle là, dans le jargon des objets frontières, donc des objets où on est capable de mettre soit par exemple de la cartographie ou encore des données où on permet d'intégrer la vision de différentes disciplines, d'intégrer la vision de différents services pour développer une compréhension commune sur les endroits où on doit intervenir, l'effet de nos solutions, puis également suivre dans le temps l'évolution justement des différents mécanismes et solutions qu'on a pu mettre en place. C'est très intéressant, puis on voit la profondeur de la démarche qui est entreprise quand il peut avoir un tel poste là, dans une ville. Dans certaines MRC plus rurales, j'ai aussi vu apparaître là, dans les dernières années des comités consultatifs en environnement là, qui amènent un certain niveau d'expertise aussi auprès des élus puis des gestionnaires municipaux. Là. Ça peut être une autre voie, mais de toute évidence, là, si les villes puis les grandes villes là, peuvent se doter d'un tel poste, là, ça va être bénéfique pour tous. Jean-Philippe? Oui, je pense que le dialogue entre les universitaires et la population est important. Dans les universités, on a un focus sur la production de connaissances,
Des fois, on se parle beaucoup entre nous, entre universitaires, on se trouve des solutions, on se trouve des idées, on fait des diagnostics. Puis après ça, ben, on ne comprend pas que ça ne percole pas dans la population. On n'arrive pas sur le terrain. On en développe plein des outils de lutte au changement climatique, on en développe plein des outils d'adaptation, mais quand on regarde le terrain, on voit que ce n'est pas mis en application. Et je pense que ce dialogue-là, c'est-à-dire sortir des milieux d'initiés, sortir des conférences où tout le monde est d'accord, puis d'aller vers les gens qui ne sont pas au courant. Donc, c'est un rôle, moi je dis un rôle de conseil scientifique, c'est-à-dire pas juste faire la production scientifique, mais pas juste de l'enseignement non plus en milieu universitaire, mais aller faire de l'enseignement auprès des décideurs, auprès de la population, auprès des villes, pour que les gens comprennent les enjeux. Puis aussi entendre, c'est-à-dire qu'on se met dans un dialogue, entendre les besoins, puis développer des outils. Un exemple que je pourrais donner, notamment en lien avec ce que M. Baudouin a dit tantôt là, sur les services écosystémiques, c'est comme un maillage entre les biologistes et les économiques, d'être capable d'aller chercher une valeur qui parle aux gens. C'est-à-dire combien ça vaut une forêt, combien ça vaut une espèce menacée quand on a des promoteurs immobiliers qui savent, eux, combien ça vaut le terrain qu'ils ont acheté. Comment est-ce qu'on peut dialoguer quand on n'a pas le même langage? Au cours des dernières années, des méthodes pour essayer de donner une valeur économique à des enjeux écologiques pour être capable de bien éduquer les élus à prendre des décisions éclairées, à savoir, voici toute la perte de valeur écosystémique que vous allez perdre si vous détruisez cet espace naturel-là. Voici le rendement que vous allez en tirer éventuellement en le redéveloppant. Puis on est capable de faire des démonstrations dans un langage qu'ils connaissent bien, de la valeur d'un lieu et de sa conservation. Donc, on adapte ce langage-là. Même chose avec les infrastructures vertes. Les infrastructures grises, on les insère dans la comptabilité municipale. C'est un actif, on sait comment le gérer. Quand c'est une infrastructure verte, on ne le sait pas. Donc, dans les sciences comptables, on essaie de développer un ensemble d'outils pour être capable d'envoyer ou d'outiller les municipalités pour dire, bien, vos réserves d'arbres, c'est une valeur productive, c'est un outil de production. Si vous le perdez, bien, voici la valeur de ce que vous avez perdu et voici ce que vous allez devoir réinvestir par ailleurs pour récupérer le service. Donc, quand on parle ce langage-là, qu'on accompagne les municipalités, bien, on est en dialogue, c'est-à-dire qu'on se met dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ça va des fois mieux pour faire l'éducation auprès de la population aussi, de leur dire voici ce que vous gagnez, voici ce que vous perdez, puis d'utiliser une unité de valeur qu'ils connaissent, c'est-à-dire des dollars. Et ça, bien, ce maillage-là, qui est un maillage scientifique au départ, bien, on le transpose à travers le conseil scientifique chez les personnes qui prennent des décisions, puis sur l'ensemble de la population pour essayer d'améliorer éventuellement la faisabilité ou la mise en œuvre des solutions qu'on trouve dans les universités. Oui, un autre sujet très intéressant, là, le bilan financier des infrastructures vertes, là, comment valent ces actifs-là. Il y a un courant actuellement au Canada qui cherche en effet là, à faire en sorte que ça apparaisse dans toutes les états des résultats des entreprises, mais aussi des municipalités au budget pour réaliser en fait, la valeur des services rendus par ces écosystèmes-là. Donc, c'est intéressant. Le temps file. Je voudrais garder du temps pour la salle. Donc, je vais combiner mes deux dernières questions pour vous ensemble. Puis, je vous invite à être court là, dans vos réponses. Donc, une première question, c'est les principales difficultés qui sont rencontrées par les villes dans la mise en œuvre là, des actions pour le climat. Et si vous aviez aussi à nommer une pratique exemplaire ou quelque chose qui vous a épaté là, que vous avez pu observer dans une ville ou dans une municipalité, ben, on pourrait finir là, sur cette note positive. Donc, qui souhaite débuter? Alexandre? Je t'ai pas regardé le même ordre nécessairement pour les réponses, mais en même temps, c'est parce que je voulais rebondir un peu sur l'intervention de juste avant, parce que quand on parlait aussi même avec Jean-Philippe Meloche au départ, du fait que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une plus grande emprise territoriale pour la nature, que ce soit pour la gestion des eaux, l'ombre, tous ces services-là qui sont rendus. Je me suis amusé, puis ça a fait écho à la question d'avant, comment la science peut servir, avec des outils d'intelligence artificielle pour planifier des villes du futur, avec des mots-clés.
Donc, infrastructure verte, ville en santé, agriculture urbaine, habitat pour les animaux. Je mets ça, je mets l'image de Montréal dedans, puis je faisais procéder. Et ça me sort des visuels super intéressants, ce que vous n'aurez pas vu dû à l'échec de mon PowerPoint. Mais imaginez-vous une ville, en fait, où est-ce qu'on voit des petites forêts en plein milieu. On reconnaît quand même assez bien Montréal, mais ça crée des tours de logement. Ça crée des espaces très denses et très hauts. Et quand je m'amuse à présenter ces images-là aux gens, il y a de la résistance immédiatement. Les gens sont comme, waouh, c'est vrai que c'est beau, ils voient l'espace vert, j'aimerais ça d'à côté, mais j'habiterai jamais dans cette tour-là. Puis là, je pense qu'une des résistances serait un peu de tout transformer notre mode de vie. La ville 15 minutes, ça implique aussi des changements assez drastiques dans nos habitudes. Puis je pense que j'ai pas la solution du tout là-dessus. Là. Comment est-ce qu'on va se prendre pour accepter de transformer nos villes avec des actions concrètes, réelles, puis qui vont permettre réellement d'avoir des retombées? Moi, je pense que la densification, puis le fait de donner plus d'espace territorial à la nature, c'est une des clés. Mais ça va venir avec énormément beaucoup de freins, ne serait-ce que faire disparaître des voies pour les voitures, carrément habiter les uns sur les autres, ça peut faire peur pour certains. Donc, il y a tous ces éléments-là. Donc, il y a toute une réflexion à avoir autour des défis qu'on pourrait rencontrer là, quand on va transformer la ville de cette façon-là. Fait que je voulais tout de suite lancer ça parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont des pistes de solutions sur comment on peut s'y prendre. Puis, je vais faire tout de suite mon coup de cœur avant de terminer. Pour moi, c'est dans un autre pays. Là, c'est quand je suis allé visiter à Séoul, Corée du Sud, là, la Cheongsecheong, donc la rivière de 2,8 km qui ont pu faire passer à travers le centre-ville, qui vient avec des conséquences écologiques aussi, parce qu'ils ont détourné une rivière, mais de l'autre côté, ils ont été chercher un point d'eau au milieu du centre-ville, donc une espèce d'effet apaisant, tout en fournissant un service de rafraîchissement. Donc, ils ont été capables d'offrir ça à la communauté à un coût faramineux, mais ils l'ont fait. Pour moi, ça m'inspire quand même beaucoup, ça. Je termine sur mon coup de cœur, là, une rivière dans la ville, mais mon point, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer notre lecture ou notre acceptation, en fait, de la densification puis de l'emprise territoriale pour la nature. Merci. Donc, tu nous laisses sur une question aussi. Je vais donner la parole à Jean-Philippe. Oui, j'ai pas une ville coup de cœur, mais j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau des villes du Québec présentement. Dans la dernière élection, on a vraiment eu un changement important au niveau de politique. On a une nouvelle génération d'élus qui est entrée. Moi, je travaille sur le concept d'éco-fiscalité depuis plusieurs années. Puis ça, c'est un concept qu'on se parle entre universitaires, qu'on trouve tout ça bon. Puis quand on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qui percole. Et là, depuis les récentes années, c'est les municipalités qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur Meloche, regardez ce qu'on a fait, nous, sur notre territoire. On a mis en place telle mesure parce qu'on pense que c'est de l'éco-fiscalité. Qu'en pensez-vous? » Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit laboratoire foisonnant. Je pourrais peut-être pointer du doigt la ville de Laval parce que récemment, je les ai rencontrés. Ils sont venus présenter un paquet de mesures, notamment une taxation sur les surfaces minéralisées, tous les stationnements, pour s'assurer de déminéraliser ces espaces-là, pour envoyer un signal prix dans l'occupation du sol. Montréal le faisait déjà un peu en partie, mais là, Laval veut aller un cran plus loin. Donc, puis là, ben, ça hausse la barre un peu. Là, donc, on voit que les municipalités se relancent à savoir qui a l'idée la plus originale. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on partait beaucoup d'idées théoriques qu'on essayait d'enseigner aux municipalités. Puis là, on commence à recueillir des données pratiques, des données terrain qui nous montrent qu'il y a une diversité de pratiques, il y a une volonté d'intervenir sur le terrain et ça nourrit beaucoup les réflexions que nous, on pourra avoir là, dans le futur. Donc, plusieurs municipalités, j'ai dit Laval, là, mais il y en a d'autres aussi là, qui sont en jeu, notamment Varennes, Victoriaville, là, qui ont des réflexions importantes en matière d'éco-fiscalité pour changer les choses, insuffler des changements sur leur territoire. Un mot rapide là, par rapport aux défis. Donc, je pense que les défis, notamment, là, c'est de continuer d'augmenter, en fait, là, de continuer d'améliorer les éléments de gouvernance, notamment pour, à la fois dans les villes, amener les différentes directions à se mieux se parler, mais également sur un même territoire urbain, amener les différentes organisations qui sont importantes à mieux échanger des connaissances, à mieux échanger des points de vue, puis également
Puis on le voit là en matière, par exemple, d'approche transversale ou d'approche interdisciplinaire. C'est également voir comment les différentes disciplines peuvent venir mieux discuter avec les villes, puis souvent avoir plusieurs disciplines qui se mobilisent pour un même défi. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qu'on commence déjà à développer, mais qu'on doit continuer dans l'avenir. Par rapport aux éléments coup de cœur, j'ai un grand intérêt avec la démarche qui a été faite notamment à Paris pour Paris à 50 degrés, qui était un exercice d'anticipation sur comment on devait dès maintenant modifier la ville de Paris pour vivre à un 50 degrés en termes de vagues de chaleur. Donc, un exercice d'anticipation pour des prises de décision immédiates. Puis je vois également d'un bon intérêt, de façon très intéressante, les différents indices qui sont développés pour guider l'aide à la décision de la part des élus dans les villes, de la part des gestionnaires également. Donc, citons par exemple l'indice d'équité des milieux de vie de Montréal, qui est également intéressant puis qui a été développé et lancé récemment. Je pense que c'est des éléments très concrets qui permettent en même temps de prendre une problématique sous différents angles, justement, et de l'intégrer au sein d'un indice. D'accord. Merci pour vos réponses. On est rendu au moment où on peut prendre des questions de la salle. J'ai déjà une première question, mais est-ce que c'est possible que, oui, que la question soit posée directement par Samuel? Ton micro est Donc, fermé, Samuel. Samuel, oui, exactement. Vous pouvez ouvrir votre micro, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je me demandais, dans le fond, puisque les moyens financiers sont souvent des freins à l'action pour les municipalités, surtout en matière d'adaptation au changement climatique, je me demandais voir si vous aviez de quoi proposer pour passer outre ce frein. J'imagine que l'écofiscalité va rentrer là-dedans. Puis je me demandais voir si vous connaissiez des exemples de provinces ou de pays qui ont fortement appuyé leur municipalité dans l'adaptation au changement climatique. Je sais qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui demandent au gouvernement québécois et probablement au gouvernement canadien aussi de les appuyer dans ces mesures-là. Donc, si vous avez des exemples à l'international, ça pourrait être bien aidant. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole. À l'échelle canadienne, là, il y a eu une annonce récente là, d'un 500 millions de dollars qui vient d'être confié à la Fédération canadienne des municipalités là, pour justement aider les municipalités à lever en fait, à faire un effet de levier là, pour les enjeux d'adaptation. Ça paraît un gros montant, mais on comprend bien que c'est loin d'être suffisant, mais sinon, c'est un pas dans la bonne direction pour lever les freins financiers. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un élément ou répondre? Oui, Jean-Philippe. Oui, bien, en fait, c'est sûr que les moyens dont on dispose, c'est pas toujours des moyens financiers. Des fois, ça peut être le cadre institutionnel qui va créer des déséquilibres financiers au niveau de ce qu'on est capable de faire ou ne pas faire. Je vais utiliser deux exemples. Au niveau de la mobilité, par exemple, ben, on sait que quand on regarde du côté de l'Europe, notamment le nord de l'Europe, toute la fiscalité autour de l'automobile, autour des taxes sur l'essence, des péages routiers, donc un ensemble de choses qu'on va mettre en place qui vont venir freiner beaucoup l'utilisation de l'automobile, puis forcer les gens à avoir plus envie de vivre dans des milieux à haute densité parce qu'ils ont de l'argent à sauver quand ils le font, puis d'être capable de se rabattre sur du transport en commun qui va être mieux développé parce qu'il y a plus d'usagers en place. Donc, ça, c'est un exemple. Au niveau du territoire, c'est plus difficile. Qui protège bien son territoire ou pas? C'est sûr que les mécanismes qu'on a mis en place ici pour développer notre économie reposent sur le droit de propriété, puis on encadre beaucoup ce droit-là. Ce qui fait que quand on veut retirer des droits à des personnes sur le développement du territoire, c'est particulièrement coûteux. Il y a des pays qui ont des maîtrises foncières un peu plus directives de la part des États, c'est-à-dire qu'on repose moins sur le droit de propriété et plus sur les directives publiques. Chez nous, on a décidé de mettre le droit de propriété de l'avant et c'est ce qui fait que ça engendre des coûts supplémentaires quand on veut retirer des endroits qui étaient dédiés, c'est-à-dire planifiés pour être développés avec des droits accordés, et on veut retirer ces droits-là. Bien, dans notre système à nous, ça coûte très cher de faire ça. Merci. De mon côté, je peux peut-être ajouter un petit truc. Oui, excuse-moi. C'est pas un exemple international, mais c'est peut-être notre façon qu'on a de financer nos projets pour la transformation urbaine via les corridors écologiques. Puis c'est évident que je vais défendre les corridors écologiques en ce moment parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de route. C'était pas planifié au départ. C'est que en développant une approche, imaginez,
chez vous, là, tiens, un parc à proximité de votre maison et vous voulez rejoindre le plus gros espace vert à peu près à 3 km de chez vous. Fait que là, quand vous voyez ce tracé-là, en fait, tout de suite, vous réalisez qu'il y a une courte pointe de cadastres, puis de terrains publics, privés, etc., qui sont différents, institutionnels. Et ça devient intéressant parce que, je parlais des pièces de casse-tête, là, parce qu'on peut rediviser, en fait, ces projets-là. Puis là, finalement, un hôpital peut avoir une enveloppe pour agir sur son territoire. Donc là, on vient chercher un financement qui est d'ailleurs. Après ça, on a une communauté mobilisée sur un espace public avec une communauté citoyenne forte qui est prête à lever des fonds ailleurs que pour aller agir. Fait que finalement, tout le monde découpe une genre de courte pointe, là, en fait, de sous-projets, puis ils se mettent en ligne, en fait, ces projets-là, en proposant de la connectivité écologique. Fait que ça permet justement de diversifier, en fait, pas seulement demander de l'argent à notre municipalité pour pouvoir réaliser ces projets-là, donc de tracer des projets qui outrepassent les limites administratives. Puis moi, évidemment, je prends le regard d'un animal là, qui s'en fout, là, ça appartient à qui le terrain quand il traverse. Ben, c'est un peu ça qui a émergé, en fait. Si on regarde notre financement sur les 9 dernières années pour un projet extrêmement diversifié. Fait que on ne fait pas juste cogner à la porte de la ville. Juste rapidement, un petit ajout. C'est sûr que l'enjeu financier, là, puis on entend parler, c'est dans les villes présentement, c'est vraiment un défi majeur. Ceci dit, ça n'empêche pas certains projets d'aller de l'avant et de faire ces décisions-là, de prendre ces décisions-là en connaissance de cause. Je vais prendre l'exemple à Longueuil du plan de protection et de conservation des milieux naturels qu'on vient d'annoncer il y a quelques semaines où la ville décide de protéger 21% de son territoire en reconnaissant qu'elle va se priver de revenus de taxation si elle avait développé ces terrains-là, mais elle l'a fait donc en connaissance de cause et en décidant que c'était important de prendre cette décision-là pour pouvoir protéger donc le milieu. Donc oui, c'est un enjeu, l'argent vraiment très important, mais dans certains cas, on est capable d'aller donc de l'avant dans des décisions importantes. Merci. La prochaine question est de Florence. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, Florence? Oui. Dans le fond, je me demandais si vous aviez des exemples d'initiatives inspirantes qui se font plutôt dans des petites villes, villages, parce que souvent dans ces discussions-là, panels, on parle souvent des exemples des grandes villes parce que c'est souvent aussi plus facile de donner des exemples avec le transport collectif. Et tout. Donc, je me demandais si vous connaissiez des exemples qui se font dans des milieux plus ruraux ou c'est d'autres réalités complètement différentes. Puis, dont le Québec est majoritairement composé. Qui se lance sur cette question? Jean-Philippe, Peut-être oui. tenter une réponse, oui. Il faut comprendre qu'on a un effort collectif à faire. Il y a des endroits où c'est plus facile de s'adapter, d'autres se l'est moins. Moi, j'insiste beaucoup quand je parle de mobilité durable pour parler de transport actif, la marche notamment. On a des petites villes, là, ce n'est pas le milieu rural, on s'entend, des petites villes, notamment en Abitibi-Témiscamingue, Rimouski en est un exemple, Saint-Hyacinthe en est un exemple. Les parts modales de déplacement à pied dans ces petites villes-là sont élevées parce que les grands générateurs de déplacement se sont installés, dans le cas de Rimouski, c'est le cas, là, dans d'anciens couvents ou d'anciens bâtiments religieux qui étaient insérés déjà dans le cœur du village. Ça a créé une centralité, ça a créé des centres-villes forts dans des petites communautés. Et on est capable, même s'il n'y a pas assez de population pour développer des transports en commun conséquents, d'avoir du moins des milieux de vie avec assez de variété d'activités pour que les gens puissent faire plusieurs déplacements à pied. Quand on s'en va vers les milieux plus ruraux, c'est difficile parce que là, la marche devient un outil qui n'est pas accessible, le transport en commun non plus. Et c'est pour ça que tantôt, j'essayais de hiérarchiser un peu les choses. Partout où on peut donner un environnement de marche aux gens, on le fait. S'il faut les connecter entre eux avec des transports motorisés, mieux vaut utiliser le transport en commun. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible. Et là, l'électrification des transports, ça devient le seul outil à notre disponibilité. Donc, on va le choisir. On le choisit en dernier recours, mais dans les milieux plus ruraux, ce n'est pas le dernier recours, c'est le seul recours. Donc, on n'a pas les mêmes outils dépendant des territoires. On ne peut pas agir de la même façon. Mais actuellement, dans les milieux ruraux, l'abondance d'espaces verts ou d'espaces ouverts, ça peut être des milieux agricoles aussi, n'est pas un enjeu aussi important que dans les villes. C'est plus la mobilité qui est problématique, mais on n'a pas beaucoup d'outils. Donc, il faut un peu
adapter les solutions aux différents terrains. Tout le monde peut contribuer d'une certaine façon, mais tout le monde ne sera pas dans le transport en commun, ça c'est certain. Julie Maude, rapidement, parce qu'on va devoir clore l'activité. En matière d'adaptation au changement climatique, je pense que certaines expérimentations qui sont intéressantes à regarder, c'est tout ce qui se passe en matière d'érosion des berges pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, où les municipalités ont beaucoup travaillé avec les ministères, mais également, par exemple, avec Ouranos pour développer et implémenter des solutions. Je pense que c'est un bon exemple de mobilisation à la fois des municipalités, mais également des communautés face à un problème qui est important dans le secteur. D'accord, merci. Puis j'ajouterais dans notre mot du commanditaire, il y a une plateforme qui existe pour recenser des initiatives en matière de réduction et aussi d'adaptation qui a été développée par l'ARN il y a quelques années. Donc, la plateforme Phare Climat, là, c'est possible d'aller voir des exemples qui, effectivement, là, se tiennent davantage là, qui sont issus des milieux ruraux et qui peuvent servir d'exemple à d'autres. C'est l'activité tire à sa fin. Donc, merci à vous trois pour avoir participé à ce panel. Et merci aux organisateurs aussi de proposer cette programmation fort riche, variée là, à tous les jours là, pendant la COP là, pour qu'on puisse dialoguer davantage sur les enjeux climatiques et surtout que ça se devienne une discussion collective là, partout au Québec. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, un début de journée, pardon, à vous. Et pour ma part, j'ai encore une rencontre là, avant de passer dans la soirée. Donc, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à vous quatre. Ça a été super intéressant, vraiment riche comme échange. Donc, je tenais à vous remercier encore une fois de vous être prêtés au jeu, d'avoir participé au dialogue. Ça a été vraiment un plaisir. Puis, peut-être à l'année prochaine si vous êtes toujours disponible. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup, Jennifer. À la prochaine. Merci. Au Est-ce qu'on revoir. se fait demain, nous?